Bien, bonjour à tous. Donc nous allons démarrer cette table ronde intitulée Rencontre avec Christophe Vacher. Donc Christophe Vacher qui a réalisé cette année l'affiche du festival. Donc cet entretien va avoir un petit peu pour but de nous faire connaître davantage Christophe, sa carrière et tout un certain nombre de choses. Et on terminera éventuellement par une série de questions-réponses si vous souhaitez l'interroger pour approfondir certains points qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordés. Alors tout d'abord, Christophe Vacher, qui êtes-vous ? Donc, je suis illustrateur, designer, peintre, directeur artistique aux États-Unis. Donc j'habite à Los Angeles depuis 16 ans. Travaillant principalement dans le milieu de l'animation et du cinéma. J'ai développé mes propres peintures à côté pour les galeries d'art. Et puis je fais beaucoup d'illustrations. Il y a certaines de mes images qui sont constamment utilisées pour des couvertures de livres là-bas ou ici. Voilà, donc en fait j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près pour Disney, donc de temps en temps ça m'arrive d'y retourner aussi. J'ai travaillé pour DreamWorks, j'ai travaillé pour Universal Studios, Focus Features, voilà, enfin donc d'assez gros studios. Et puis voilà, je partage mon temps entre ça et puis le sport, voilà. D'accord. Alors, comment a commencé votre carrière ? Donc en fait, ma première expérience dans l'animation, c'était les Tortues Ninja, la série des Tortues Ninja en 89. Donc c'était les studios IDDH qui n'existent plus maintenant, mais qui avaient introduit à l'époque Goldorak, qui était donc la première série d'animation japonaise, en fait, non seulement en France mais en Europe. C'est un petit peu ce qui a ouvert la voie à l'animation japonaise, non seulement en Europe, je dirais, mais probablement de manière générale en Occident, parce que même les États-Unis, enfin, ça arrivait à peu près en même temps aux États-Unis, mais pas avec les mêmes séries. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis de fil en aiguille, j'ai quitté la société IDDH et puis je suis rentré. Enfin, j'ai eu plusieurs petites expériences de studio à Paris. Et puis Disney est arrivé à Paris à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de présenter un dossier et d'être pris à Disney. Et donc c'était en 1993, effectivement, que vous arrivez au studio Disney de Montreuil. C'est ça, oui, quand ils étaient encore là. Donc en quoi est-ce que ça a changé justement votre carrière ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce qu'après il y a eu le grand saut vers les États-Unis. J'ai eu un coup de chance extraordinaire, parce qu'en fait... à l'époque, il arrivait ce qu'on a appelé le deuxième âge d'or de l'animation à cause du film Le Roi Lion. En fait, Le Roi Lion a fait un tel succès au box-office que tous les gros studios américains voulaient ouvrir un département d'animation. Et donc, il se trouve que j'étais là-bas, enfin j'étais ici, toujours en France à ce moment-là, mais c'est devenu très facile, enfin pas très facile, mais relativement facile pour quelqu'un qui voulait faire l'animation, de négocier avec les gros studios. Donc à l'époque, il y a beaucoup d'artistes à Disney en fait, qui sont partis, qui ont claqué la porte, qui sont allés travailler pour d'autres studios. En fait, moi, j'ai pas fait ça. J'avais des propositions d'autres studios, mais ce que j'ai fait, je suis retourné voir Disney et puis je leur ai dit, voilà, j'ai d'autres propositions. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer ? Ils m'ont dit, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Et donc j'ai dit j'aimerais partir aux États-Unis et donc non seulement ils m'ont accordé de partir, mais ils m'ont aussi proposé, enfin ils m'ont demandé sur quel projet je voudrais travailler. Et donc à l'époque je sortais on avait travaillé en France sur Le Bossu Notre-Dame, enfin Dingo et Max, Le Bossu Notre-Dame, et puis un court métrage qui s'appelait Runaway Brain, que personne ne connaît vraiment, mais qui était en fait un peu une antithèse de Mickey se transformant en Frankenstein. Et donc à ce moment-là, donc je suis parti aux États-Unis et mon premier film aux États-Unis c'était Dinosaur. Et donc j'étais concepteur artistique sur Dinosaur.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre projet majeur chez Disney? Et au plan technique, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Bah déjà, enfin, le fait de travailler pour Disney, bien sûr qu'on aime ou qu'on déteste Disney, c'est pas tellement, c'est pas important. En fait, ce qui est important pour un artiste, c'est de savoir que à Disney, il y a des artistes qui sont entraînés de manière classique et qui sont, enfin, de manière très très pointue. Et ça, c'était vraiment une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec ces gens-là, qui m'ont vraiment beaucoup appris. Et c'est pas seulement être dans un moule Disney, c'est côtoyer des artistes qui ont été entraînés de manière conventionnelle et traditionnelle et classique, et qui en fait permettent un développement personnel artistique vraiment exceptionnel. Et donc c'est ce que ça m'a apporté tout ça. Donc j'ai travaillé après Dinosaure, j'ai travaillé sur Hercule, Tarzan, ah oui, Fantasia 2000, La planète au trésor, c'était à peu près tout, je crois. Et puis je suis parti de Disney. J'étais à l'époque, oui, c'est là que j'ai commencé de développer vraiment ma carrière en galerie d'art. Pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça. Et puis j'ai été engagé par DreamWorks pendant 1 an. J'ai travaillé sur Gang de requins, puis j'ai quitté DreamWorks. Je me suis reformé complètement à l'animation en 3D. Et puis je suis de nouveau parti. En fait, j'ai continué en parallèle dans tout ce développement personnel de peinture pour galerie d'art. Et puis à ce moment-là, j'étais engagé sur Enchanted, donc en France, Il était une fois. Et donc là, pour la première fois, j'étais directeur artistique en fait. Et ça comprenait à la fois, généralement le terme de directeur artistique en animation comprend plus tout ce qui est lumière, couleur et texture. Dans ce cas-là, ça comprenait aussi tout ce qui était design. Donc j'ai fait beaucoup de design et de couleurs et de lumière, enfin, la direction artistique plus le production design en fait sur Il était une fois. Et j'ai enchaîné tout de suite après ça sur le numéro 9, qui était en fait complètement pareil, à l'antithèse de ce que pouvait être Disney, et qui reste à ce jour, en fait, numéro 9, ça reste à ce jour un de mes projets préférés, vraiment, sur lequel j'ai énormément aimé travailler. Et donc c'était produit par Tim Burton et réalisé par Anne Chaka. Shane Acker, oui, en fait. Ouais. Oui, donc en fait, Tim Burton était en fait, il n'était pas vraiment présent. Bon, moi, je l'ai jamais rencontré. Il a rencontré le réalisateur 2 ou 3 fois. Il regardait comment se déroulait le film, et puis il donnait des corrections, des notes au réalisateur. Et puis, mais il était très occupé à l'époque par Sweeney Todd et puis le Festival de Cannes. Et donc, en fait, il devait visiter le studio où on faisait le numéro 9, et puis il n'a jamais pu. Et donc, suite à ce travail, vous avez été nominé aux Annie Awards, donc l'équivalent des Oscars pour l'animation, dans la catégorie meilleure production design pour un long métrage. Est-ce que ça a apporté un plus à votre carrière? Est-ce que ça a permis de rebondir sur d'autres choses? Oui, tout à fait. Enfin, bon, ça commence de mettre un peu votre nom, faire connaître un peu votre nom. Donc, effectivement, oui, ça a commencé il y a des gens qui ont commencé de me contacter, et puis ça apporte toujours un plus, oui, tout à fait. Et alors, donc, après ça? Alors, après ça, donc, numéro 9, quand je suis revenu ici, j'ai fait plusieurs petites choses pas ici, à Los Angeles. Donc j'ai fait plusieurs petites choses pour différents projets. Et puis finalement j'ai été contacté pour être production designer sur un long métrage qui était réalisé entre Israël, Los Angeles et Vancouver par deux frères en fait qui étaient des vétérans de Disney, les frères Zandai, qui étaient originaires de Vancouver, et qui en fait donc me connaissaient depuis Dinosaure, puisqu'un des deux frères était co-réalisateur sur Dinosaure. Et donc ils m'ont proposé le production design, puis ça a commencé, et puis c'est à ce moment-là que la crise mondiale est arrivée. Donc il y a le financier principal du projet s'est retiré, et il y a eu un domino effect, et donc tout s'est écroulé.
Et donc je suis parti. Je suis revenu à Los Angeles et puis là, en fait, après ça, oui, j'ai continué de faire d'autres petits jobs freelance pour différents projets. Et finalement, quand j'ai été contacté pour la série Transformers Prime, donc qui était de nouveau une série télé. Enfin, pour moi, c'était un retour à la télévision. J'avais passé le plus clair de mon temps sur des longs métrages. Et ça m'a intéressé non seulement parce que j'avais grandi avec l'arrivée de l'animation japonaise en Occident, mais aussi parce que venant du long métrage, j'avais l'habitude de gros budgets où on avait beaucoup de temps et on avait pu développer une certaine qualité. Donc pour moi, l'intérêt de cette série, c'était d'essayer de voir à quel point on pouvait augmenter la qualité d'une série avec un petit budget, en sachant que le but c'est d'acquérir un maximum de qualité. Donc je voulais essayer de voir à quel point à quel niveau on pouvait arriver. Et en fait c'est tout à fait possible. Donc je me suis rendu compte que vraiment quand on a quelques personnes qui à la tête d'un projet qui connaissent exactement leur travail et qui savent où on va, on peut acquérir une qualité énorme avec un petit budget sur une série télé. Et donc, bon, on a eu les résultats, on a eu 11 nominations aux Emmy Awards, et j'ai gagné 2